Donc, je suis Aurélien Demongel, gérant de la société Imaging. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, ouvrir un petit peu votre horizon au niveau du scan 3D et de ses applications. Ouais, ouais, je pense. Vous avez besoin de lui? Voilà. Ça marche comme ça? Allô? Quoi? Ça marche? Non? Oui? Oui? Très bien. Donc, je vais vous présenter diverses technologies de scan 3D. Hein. Donc, Imaging, rapidement, on est prestataire de services également, spécialisé dans la numérisation 3D et toutes les applications liées à la numérisation 3D. Donc, année de création en 2006, 25 personnes, 250 projets par an, environ 300 clients. Donc, nos services, c'est les relevés 3D, la métrologie, l'inspection, l'ingénierie. On produit également des maquettes numériques, on fait du BIM, des jumeaux numériques, et on fait également de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, entre autres. Et donc, le point commun entre tous ces services, c'est la technologie qu'on utilise, des scanners 3D. Donc, le plus souvent, avant chaque intervention, avant chaque mission, ça nécessite un scan. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples de scanners qu'on utilise et quelques applications derrière. J'ai choisi de commencer par les précisions les plus importantes, et puis ensuite, on parlera de scanners moins précis, avec des volumes de données d'acquisition plus larges. On va fonctionner comme ça. Donc, pour commencer, en termes de scanners à main, vous en avez vu quelques-uns tout à l'heure. Vous avez vu quelques technologies différentes. Donc, nous, on a commencé à utiliser un bras Faro il y a presque 20 ans. Donc, les bras Faro, vous connaissez peut-être, ça positionne un laser dans l'espace grâce à des codeurs dans les articulations. L'avantage, c'est assez précis, mais l'inconvénient, c'est que ça mesure un volume de données assez faible. Donc, on est rapidement passé à des machines de mesure tridimensionnelles comme celle-ci, qui permettent de mesurer un volume de données beaucoup plus important, c'est une caméra, là que vous voyez, une caméra qui va traquer un scanner à main que vous traquez dans l'espace et qui permet de scanner une pièce dans un volume très important. Voilà, mais évidemment, ici, on a une grosse machine, une grosse caméra, un gros équipement, un PC. Donc, on a aussi parfois besoin de scanners beaucoup plus faciles à utiliser, beaucoup plus petits. Donc, celui-ci, par exemple, qui est un Artec Spider, c'est un scanner qui tient dans la main, qui doit être connecté à un PC malgré tout. Alors, Artec aime bien dire qu'un de ces scanners est allé sur la Station spatiale internationale, c'est vrai. C'est un très bon scanner qui projette de la lumière structurée, ça permet de faire de la couleur également. Et une autre gamme de scanners qui lui est encore plus portable, parce que sur batterie, sans fil, sans PC, tout est embarqué, qui a des précisions tout à fait honnêtes et qui permet de compléter notre gamme et pouvoir faire un certain nombre de choses qui ne seraient pas possibles avec d'autres types de scanners. Donc, pour vous donner des exemples de ce qui peut être fait, avec ce type de scanner, des scans de machines pharmaceutiques, par exemple, où là on peut voir la rétroconception complète d'une machine, pour faire de la rétroconception, mais pour faire de la formation également, comme la formation en réalité virtuelle par exemple, où vous avez de la rétroconception de pièces mécaniques, comme on a pu voir tout à l'heure, des choses assez classiques. Et puis évidemment, on parlait de la Rolls,
de la rétroconception tout à l'heure, hein, qui était Design X, ce qui est vrai, à mon sens. La Rolls du scanner, pour moi, c'est le tracker laser associé à différents accessoires, comme vous pouvez voir là. Donc on a une bille, on peut traquer des points dans l'espace de manière extrêmement précise, dans un rayon de 20 mètres de distance autour du tracker. Donc le tracker va suivre la bille dans l'espace, dans un rayon de 20 mètres, et va nous donner sa position X, Y, Z exacte du point qu'on va palper. Donc ça, c'est une sorte de bille, mais un palpeur un petit peu plus performant encore, qui permet de faire des choses comme aller palper des points dans des fonds de gorge. Vous voyez, on a plusieurs outils qu'on peut adapter au palpeur pour faire vraiment des choses très, très particulières. Et puis on peut scanner également avec ces deux scanners, un scanner un peu plus précis, celui-ci un peu moins précis, mais qui permet de scanner des volumes de données beaucoup plus importants. Donc là, toujours pareil, hein, on a notre scanner à main qui est traqué via des petits déflecteurs, des petits miroirs par le laser. Et le laser a une caméra infrarouge qui va aussi checker la position des petits capteurs infrarouges, qui va pouvoir donner la position exacte du scanner dans l'espace. Donc là, on scanne dans des volumes de 10 mètres de rayon autour du tracker. Donc les choses qu'on peut faire avec ce tracker, par exemple, c'est de le mettre sur un châssis, sur un moyeu de turbine de centrale hydroélectrique, et par exemple pour numériser le manteau de roue et faire de l'analyse de déformation après avoir fait des réparations sur le manteau de roue et avoir fait des soudures. Ça permet de voir quelles sont les déformations et permet de dire aux équipes à quels endroits ils vont devoir poncer pour rectifier le manteau de roue, par exemple. On peut également faire de la rétroconception. Donc là, l'avantage de ces types de scanners, c'est que ça fonctionne plutôt bien sur des pièces réflectives. Bien entendu, là, on est dans le domaine de la pharmaceutique, donc souvent pour augmenter, matifier les pièces, on va utiliser du ressuage ou des poudres matifiantes plus spécialisées pour le scan qu'on trouve chez Atome 3D d'ailleurs, c'est chez eux qu'on se fournit. Donc là par contre on ne peut pas ressuer, hein, on n'a pas le droit, c'est de la pharma, on ne peut pas faire, donc on va scanner vraiment la pièce sans ressuage, avec le type d'appareil qu'on a vu tout à l'heure, on obtient le maillage STL, comme on a pu le voir tout à l'heure, et ensuite on a un artisan qui fait de la CAO, j'appelle ça un artisan parce que là, il va produire le modèle numérique en surfacique pour faire un fichier STEP, et il y a du travail, quoi. Là, vous pouvez voir que ce n'est pas de la forme paramétrique habituelle, mais ça reste des fonctions paramétriques. Ensuite, ici, on peut voir, donc on intervient partout hein, avec nos scanners, hein. On intervient dans les usines pharmaceutiques, dans des centrales nucléaires, parfois même dans des sous-marins nucléaires ou sur ITER à Cadarache, par exemple. Donc ça nécessite des habilitations, des formations, et on arrive dans des endroits où il y a quelques risques, hein, il y a beaucoup de saleté, de poussière, un environnement parfois assez hostile, beaucoup de coactivité, et donc on a un temps limité pour intervenir, donc grâce à une gamme assez large de scanners, on peut s'adapter. Et on va faire par exemple sur site le scan par exemple d'une bride, d'un échangeur pour analyser la corrosion et vérifier ensuite l'état de surface. Ou alors scanner dans une centrale hydroélectrique une pale pour en faire la rétroconception, ce qui permettra après, en faisant les 4, de calculer la masse et d'équilibrer par exemple le système quand il va être remonté au réel. Voilà d'autres exemples, hein, c'est vraiment du matériel, là on est dans la métrologie, c'est-à-dire que toujours dans l'hydroélectrique, là on est sur une turbine qui a été installée sur une passe à poissons, sur un des barrages sur le Rhin. On va vraiment faire du contrôle d'alignement d'axes, on va splitter notre tracker sur un mur, et on va même faire des contrôles périodiques pour vérifier la déformation du béton, de la structure, etc., pour faire une analyse poussée, pour comprendre. Évidemment, quand on intervient, c'est qu'il y a des problèmes, pour comprendre d'où viennent les problèmes, et puis ensuite proposer des solutions. Là, vous avez un autre exemple d'une intervention en pharma, où on va faire le scan d'un équipement, et vous voyez, hein, pas de ressuage, réflective
réflectivité importante des matériaux. Vous voyez le résultat, le fameux fichier STL dont on parlait tout à l'heure, la rétroconception qui est faite, et ensuite la conception d'un nouveau capot et d'un nouveau système de protection. Voilà d'autres exemples encore pour faire du contrôle sur de la structure de ponts qui servent à faire des ponts ferroviaires. Donc on est sur des grosses poutres, on va appeler ça comme ça. Et l'objectif d'ailleurs, c'est de faire le contrôle de chaque poutre individuellement, mais aussi de faire une simulation de montage à blanc. Parce que le client, lui, ce qu'il veut, c'est que un montage à blanc a été fait entre les deux morceaux pour valider le fait qu'ils viennent bien l'un contre l'autre, bien au bon endroit. Donc pour éviter d'avoir à faire ce vrai montage à blanc en réel, on va les scanner et on va simuler ce montage à blanc pour vérifier que tous les surfaces viennent bien en contact au bon endroit, avec les bonnes contraintes, que les poutres ne sont pas voilées, qu'elles n'ont pas de déformation, etc. Et je vous ai mis un petit exemple aussi d'impression 3D, là où également on va concevoir un petit système autour d'une installation pharmaceutique. Je crois que c'est une prise d'échantillon de mémoire, où il fallait protéger de la lumière le produit. Donc on a pu, avec l'aide d'Atom 3D d'ailleurs, définir le bon matériau et acheter la bonne imprimante pour pouvoir faire la conception et l'installation de ce petit objet-là. Voilà, maintenant on a parlé de ce qu'on faisait en dessous du millimètre. Maintenant je vais vous parler de ce qu'on fait au millimètre, à des échelles beaucoup plus grandes. Donc vous avez ce qu'on appelle des scanners statiques. Donc ça va être des scanners qu'on pose sur un trépied et qui vont scanner à 360 autour d'eux, avec 1 million de points à la seconde à peu près. Il faut imaginer ça comme un télémètre laser très précis et très rapide. Donc les précisions qu'on a, oui, c'est du millimètre à... ça peut aller jusqu'à 120 mètres, 80 mètres de distance. On obtient derrière des nuages de points colorisés, parce qu'il y a des petites caméras à l'intérieur qui permettent de coloriser les nuages de points. Et donc on obtient à peu près ce genre de résultat. Mais on peut aussi faire de la rétroconception, là aussi, bien que ça ne soit pas du dixième de millimètre. Quand le millimètre suffit au client, on utilise ce type d'appareil pour, par exemple, scanner ici un moteur de diesel de centrale nucléaire, un moteur de secours. On va faire la rétroconception complète des tuyauteries. Alors, ce diesel avait 30 ans, il fallait refaire les tuyauteries à l'identique pour ne pas avoir à requalifier le moteur en entier. Donc on a refait les tuyauteries à l'identique en utilisant les plans, les vieilles archives qui existaient pour refaire tous les plans pour le tuyauteur directement. Donc ça a été fabriqué à l'atelier à Fessenheim et ça a été monté, on en a fait un en Belgique et un en Espagne par exemple. Alors, un autre exemple dans la sidérurgie. Donc là, on est chez Pont-à-Mousson, Saint-Gobain. Il faut imaginer cet objet comme un gros tambour de machine à laver dans lequel il y a des briques réfractaires, plusieurs couches, et dans lequel on fait couler de la fonte en fusion et on va mélanger. C'est un mélangeur, on appelle ça. Donc ça, c'est bon, évidemment, c'est soumis à pas mal de contraintes. Hein. C'est quelque chose qui nécessite un contrôle régulier. Chaque année, quasiment, on va faire le contrôle de ce mélangeur. Et on va scanner, mailler, STL. Là aussi, on a un STL. Et on va pouvoir faire du contrôle d'usure des briques réfractaires à l'intérieur du mélangeur. On va comparer ça à un modèle CAO théorique et faire une analyse comparative. Et on va même faire ça d'année en année pour voir l'avancement de l'usure. Et on va aussi faire du contrôle, beaucoup de contrôle sur les déformations, sur les flasques, etc. Autre exemple, hein, c'est, comme je disais, on peut scanner à l'instant T et à l'instant T plus 1 et analyser les déformations. Là, c'est un exemple dans une centrale à gaz d'EDF où on va scanner les tuyauteries. Alors, c'est de la vapeur surchauffée. Hein. On va scanner les tuyauteries à froid et on va les scanner à chaud. Et on va analyser les déplacements
des points d'attache des tuyauteries pour vérifier que les déplacements, les écarts sont bien conformes au calcul. Évidemment, quand c'est rouge comme ça, c'est que ce n'est pas conforme. Donc ça permet de vérifier par un test réel que les calculs sont bons et qu'on est bien dans les tolérances. Enfin, on peut aussi faire de la conception. Donc on va utiliser ces scanners pour numériser un atelier, une usine complète, pour faire de la conception de tuyauterie, d'implantation de nouveaux équipements, de gaines de ventilation. Voilà, c'est faire de la simulation de manutention d'équipements. On va simuler le déplacement d'un objet à travers l'usine et analyser toutes les contraintes, faire des simulations, etc. Et ensuite, on fait aussi bien de la maquette 3D pure, et on va faire la rétroconception d'un faux plafond, par exemple. Donc là, on a scanné avec ces appareils-là, dans un faux plafond. Donc, on a rampé avec des genouillères, une lampe frontale. Avec le scanner, on a scanné tout le faux plafond, et ensuite, on a fait la maquette 3D complète du plafond. Scanner à main relié à un PC? C'est les scanners qu'on a vus tout à l'heure, les scanners statiques, qui se mettent sur un trépied. Parfois, il n'y a pas de place pour le trépied, donc on le met directement au sol. Et c'est des stations qui vont s'assembler les unes aux autres par reconnaissance de forme. Et maintenant, je vais passer sur la gamme encore au-dessus, avec une précision centimétrique cette fois. Donc tout à l'heure, avec les scanners statiques, on numérise des surfaces de quelques milliers de mètres carrés par jour. Là, on parle de dizaines de milliers de mètres carrés par jour. Donc on va numériser des usines complètes en une semaine. On va faire ça avec des scanners dynamiques, dans le sens où cette fois, ils ne sont pas posés sur un trépied. Non, on marche avec. Ils ont des petits lidars qui sont là. Si vous en avez un là. C'est les mêmes types de lidars que vous pouvez voir sur les voitures autonomes. Et cela, via une technologie qui s'appelle le SLAM, qui est une technologie qui, par reconnaissance de forme, va calculer une trajectoire. Ça va permettre de calculer un nuage de points sur une trajectoire dynamique et nous donner un nuage de points avec une précision du centimètre. Ça dépend des modèles, il y a plein de modèles différents, mais la technologie est la même, très souvent. Et parfois, le centimètre suffit largement à faire un modèle numérique de terrain, à modéliser un bâtiment, etc. Donc évidemment, on a plusieurs appareils. Celui-là, c'est le dernier, je viens de l'ajouter, on l'a que depuis 2 semaines. Celui-ci, il a l'avantage également d'avoir un GPS, une antenne GNSS raccordée. Donc en plus, quand vous faites du scan à l'extérieur, il est automatiquement géoréférencé. Voilà, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, j'ai une équipe qui est en train de scanner avec cet appareil-là un lycée complet à Belfort de 16 bâtiments qui fait 52 000 m². Et ils vont faire ça en 2 semaines. L'objectif étant après de faire la maquette complète du bâtiment. Et évidemment, on associe à ces relevés souvent on associe différents types de scanners. On va utiliser un scanner dynamique pour faire les zones où on a besoin de précision, mais le centimètre suffit. On va utiliser des drones pour faire l'extérieur, pour avoir les toitures. Et on va utiliser des scanners statiques pour avoir vraiment de la précision. Là, quand on va faire de la conception, de l'étude précise, on a besoin de plus de précision. Juste une question, vous arrivez à remettre tout ça ensemble ouais. Dans un fichier avec les différentes sources, Oui, parce qu'on géoréférence tout. Donc on utilise des antennes GNSS pour avoir un géoréférencement. Et ensuite, tous ces scanners nous fournissent des nuages de points, avec plus ou moins de précision, mais ça reste des nuages de points. Et ces nuages de points, on sait les assembler ensemble, avec des cibles, avec du géoréférencement, ou avec de la reconnaissance de forme, du best fit. C'est le même d'ailleurs, on fait la même chose avec des fichiers STL. En fait, peu importe la taille du fichier, pour nous que ce soit un fichier STL d'une petite pièce où il y a des dizaines de millions de triangles, ou un nuage de points d'une usine où il y a 1 milliard de points, c'est la même chose pour nos machines. Il faut avoir des grosses machines. Là, par exemple, en scanner dynamique, on a scanné de nuit 6 km, les 6 km du métro de Lausanne. Donc là, vous voyez un exemple de point. Et ensuite, la maquette 3D. Là, c'est un rendu de la maquette 3D. Si vous avez point, maquette 3D. Donc là, on a fait le scan et la modélisation complète des 6 km.
Alors évidemment, là, vous allez faire un petit peu de géoréférencement, hein. Vous avez intérêt à avoir des cibles géoréférencées dans le tunnel pour, de temps en temps, vous greffer dessus pour pas que vous ayez trop de déviations. Et là, également, c'est tout un bâtiment complet. Bah, ce sont les ateliers de maintenance des bus des transports de lausannois. Voilà, où voilà, on a scanné, fait du drone également, tous les bureaux, tous les ateliers. On a même dessiné tous les réseaux hydrauliques, en travaillant aussi à partir des plans, hein, parce qu'on n'a pas scanné dans les faux plafonds, même si parfois c'est demandé, mais là, c'était pas possible. Donc on a aussi utilisé les plans d'origine pour combler les vides. Voilà, on a d'autres exemples de ce qu'on peut produire avec ce type de scanner, des centres logistiques, donc on travaille beaucoup pour Suez pour faire des centres d'incinération de déchets, des UVE, on appelle ça, des usines de valorisation énergétique. Donc là, on va scanner des usines complexes, c'est très grand, c'est souvent pas très jeune, donc il n'y a pas de plan, et ils doivent les mettre aux normes, donc ils ont besoin de nous pour leur produire les plans. Là, vous avez un exemple ici on est dans des centres de traitement de déchets encore, là, voilà des usines complètes qu'on va pouvoir produire avec ces scanners. Et là, on va intervenir avec des scanners statiques au millimètre pour scanner les locaux techniques, les turbo-alternateurs, les traitements de fumée. On va intervenir avec un drone pour avoir tout le modèle numérique de terrain, la toiture, avec un scanner dynamique pour faire les halls, les zones avec moins de technique. Et derrière, on va produire la maquette numérique complète. On parle de civilité en lycée, ça prend à peu près 2 semaines à le scanner, on va dire. La partie de génération de la maquette, en fait, ça représente combien par rapport à la... Ça peut aller de 1 à 10. Ça dépendra du niveau de détail que vous voulez. Si derrière, vous voulez qu'on identifie tous les réseaux, qu'on les fasse tous avec le bon diamètre, qu'on aille vraiment dans le détail de la vanne avec la bride sur la vanne, etc. Tout dépend du niveau de détail attendu. Donc ça, c'est tout un travail en amont où il faut définir le besoin du client, le cahier des charges, modérer ses attentes, parce que c'est exponentiel, hein. Quand vous voulez rentrer dans le détail, vous explosez vraiment les temps. Donc souvent, c'est pour faire de l'avant-projet, des plans guides. Tout dépend. Il y a plusieurs phases, hein, dans un projet, vous le savez. Donc au début, il faut faire un avant-projet. Donc on va faire une maquette simple, on va seulement dessiner les murs, les équipements. Et puis après, il y a dans certaines zones, il faut faire des études techniques, intégrer des nouveaux équipements, se connecter à des tuyauteries existantes. Donc là, on va faire avec plus de précision. C'est à la carte. Et justement, on adapte le moyen de mesure en fonction de ça. Voilà, je crois que j'ai terminé. Vous avez des questions, oui? Ah, il y a des... bonne question. On travaille... Oui, alors ce qui se fait beaucoup sous l'eau, c'est la photogrammétrie, hein. Voilà, beaucoup de photogrammétrie, hein. Mais il y a du lidar aussi, il y a du laser qui se fait aussi sous l'eau. Il y a des scanners qui existent. Tant qu'on ne change pas de milieu, de densité, de fluide, bon, bah, ça va. Voilà. Mais forcément, dans l'eau, il y a des contraintes, il y a des particules, voilà, c'est pas toujours très propre, mais il y a des... Oui, on scanne à plusieurs... par des robots, on scanne des vannes pour les plateformes pétrolières. Enfin, nous, on fait pas. On nous a déjà demandé pour faire des scans dans des vannes sur des barrages hydroélectriques. On va peut-être pas tarder à en faire, mais en tout cas, je sais que ça existe, oui. On suivra la pause. Oui. Pour les questions. Je passe le flambeau. Je prends la suite alors. Très bien. Merci beaucoup Aurélien pour cette